23h08, dans quelques toutes petites secondes, nous suivons ensemble cette prise d'otage qui est donc en cours sur le site gazier de In Amenas. C'est en Algérie, dans le sud-est du pays, près de la frontière avec la Libye. Au moins 40 étrangers seraient retenus, 150 employés algériens d'une société française également. On va en discuter ce soir avec Jean-Charles Brizard. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes spécialiste d'Al-Qaïda et des questions liées au terrorisme notamment. Bonsoir Farid Alilat. Bonsoir. Vous êtes responsable du journal Dernières Nouvelles d'Algérie. Jean-Philippe Daniel, bonsoir. Bonsoir. Chercheur associé à l'IRI, spécialiste du mercenariat et des acteurs armés non étatiques. Bonsoir Hélène Conway-Mouret. Bonsoir. Vous êtes ministre en charge des Français de l'étranger. Farid Alilat, quelles sont les toutes dernières informations dont vous disposez ce soir? Alors les dernières informations que nous avons font état de 45 otages et non de 41 otages qui sont retenus par le groupe. Parmi eux, il y a des Américains, des Suédois, des Norvégiens, des Japonais et des Français. Quelles sont les sources qui vous parlent de ces 45 otages? On sait qu'a priori, les preneurs d'otages, dans un communiqué, parleraient, eux, de 40 ressortissants étrangers. Alors, nos sources sont deux sources totalement différentes, indépendantes, qui sont sur place. Qui sont sur ce site d'In Amenas. Sur le site. Hélène Conway-Mouret, évidemment, je me retourne vers vous immédiatement pour savoir si vous avez des informations à nous donner ce soir sur le sort d'éventuels ressortissants français sur ce site gazier. Écoutez, nous n'avons aucune confirmation de la présence de Français parmi ces 45 otages. Je crois qu'il faut déplorer cette prise d'otage et nous voyons bien que nous avons affaire là à des terroristes, ceux-là même s'ils ne sont pas dans le même pays, qui avançaient vers Bamako et qui ont obligé la France à cette intervention qui a eu lieu il y a 6 jours et qui continue aujourd'hui. Si vous n'avez pas de certitude, y a-t-il au moins des pistes, des indices, des Français qui travailleraient dans l'absolu sur ce site et dont on cherche aujourd'hui la trace ? Écoutez, absolument pas. Nous n'avons pas d'informations. Nous avons certains Français qui étaient sur le site et qui aujourd'hui sont en sécurité. Mais nous ne pouvons confirmer la présence de Français que quand ceux-ci sont inscrits, que nous avons une trace de leur présence sur le pays, dans le pays, au consulat. Et pour l'instant, je n'ai pas d'informations à vous donner. C'est un contexte évidemment extrêmement particulier. Il y a le conflit au Mali, mais c'est aussi un contexte géographique très singulier. Vous allez voir cette carte, juste pour saisir cette région. On est dans un site au sud-est de l'Algérie qui est un peu au milieu de nulle part. La première ville, si l'on peut dire, c'est Ghadamès. C'est en Libye. C'est à 240 km au nord de ce site gazier. Vous le voyez sur cette carte. Autour, c'est uniquement le désert. Hein. Oui. Mais toutes les bases pétrolières en Algérie sont situées dans le désert. Donc ce sont des sites qui sont très très loin des habitations, très très loin des villes. C'est des sites qui sont totalement sécurisés par les services de sécurité. Jean-Charles Brizard. C'est pas une région neutre quand même du point de vue sécuritaire, hein, puisque d'abord on sait que depuis 2008 on a arrêté à plusieurs reprises, les autorités algériennes ont arrêté à plusieurs reprises des membres d'Al-Qaïda au Maghreb islamique dans cette région. Au début de l'année 2012, les autorités algériennes identifiaient une cache d'armes contenant plus de 40 missiles solaires. SAM, donc, qui venait du front libyen, de fabrication russe, et de nombreuses munitions également. Donc, voilà. Et on sait par ailleurs que c'est à cet endroit précis, quasiment à quelques kilomètres de là, que s'établissent des connexions entre Al-Qaïda au Maghreb islamique et des groupes rebelles libyens, notamment Ansar al-Sharia, qui est soupçonné dans l'assassinat de l'ambassadeur américain. Donc, ce n'est pas une région tout à fait neutre du point de vue sécuritaire. Jean-Philippe Daniel. Oui, je pense que ce qui est important à avoir à l'esprit dans cette histoire, c'est qu'on parle de terrorisme par commodité de langage avec un point de vue occidental, on est confronté à des guérillas. Le terrorisme est une méthode, c'est l'idée du recours à la terreur comme force supplémentaire. Là, vous êtes face à des effectifs équipés, armés, entraînés. Ce qu'on voit au Mali, c'est en partie le fruit de ce qu'on a vu et généré en Libye, c'est-à-dire des gens qui ont l'habitude de faire la guerre, qui sont des combattants équipés, entraînés, et maintenant, ce qui a été dit à l'instant sur les stocks d'armes, lourdement armés. Donc le terme de terroriste est un terme juste et commode, notamment sur le plan médiatique, mais pour comprendre ce à quoi nous sommes confrontés, et en ce moment précisément en Algérie, ce qui s'est passé là, c'est pas une poignée de terroristes, c'est des gens lourdement équipés, avec des repérages avant, c'est une opération de guerre. Un peu ce qu'on voit, enfin c'est pas un peu d'ailleurs, parfaitement ce qu'on voit au Mali. Donc il faut bien faire attention, on est dans des logiques de guérilla, et l'armée française d'ailleurs s'apprête, et elle le dit, enfin, les autorités le disent, à rentrer, à lutter contre une guérilla.
Donc c'est plus que du terrorisme, c'est une guerre. Enfin, d'ailleurs, le président parle de guerre contre le terrorisme, comme les Américains l'avaient dit, mais c'est une guerre face à une guérilla. C'est une action militaire de lutte contre-insurrectionnelle. Donc la stratégie des groupes terroristes sera ceux d'une guerre de guérilla, effectivement. C'est la raison pour laquelle on voit, par exemple, la dispersion d'un certain nombre de combattants du départ des grandes villes du nord Mali vers les régions désertiques ou montagneuses près de Kidal, parce que précisément, ils veulent nous entraîner dans une guerre de guérilla, de face à face, de djihad en réalité, parce que c'est ce qu'ils cherchent. C'est exactement ce qui s'est passé quand vous regardez en Afghanistan, c'est-à-dire qu'on se déplace, on vous emmène sur des terrains compliqués, là où la suprématie technique ne vous aide plus, c'est-à-dire qu'on quitte les plaines où il est difficile de vous toucher si vous vous disséminez. Là, vous êtes face à des 4x4, donc c'est difficile de lutter contre des 4x4 qui se perdent dans le désert. Mais au bout d'un moment, vous y arrivez parce que vous couvrez la zone. Et bien dans ce cas-là, vous vous déplacez, vous allez vers des zones montagneuses et vous retrouvez des grottes. Souvenez-vous les difficultés américaines à lutter contre les hommes dans les grottes. Juste avant qu'on file aux États-Unis, parce qu'il se dit pas mal de choses évidemment ce soir à Washington, un mot, Hélène. Oui, ce sont des gens quand même qui rassemblent à la fois le banditisme, le terrorisme, avec une dose de religieux. On a quand même là un mélange qui est assez explosif qui n'est pas nouveau, certes, mais ce sont des gens aussi qui vivent du trafic intense de cette région, drogue, humain et tout autre. Donc ce ne sont pas simplement des terroristes. C'est pas des terroristes. On va avoir l'occasion. Excusez-moi, je vous coupe un instant parce qu'il y a notre correspondant qui nous attend aux États-Unis. On va évidemment revenir dans quelques instants sur l'origine de ce qui se passe, qui sont ces gens. Je pense qu'on va devoir remonter jusqu'au GIA et les années 90 que la France connaît très très bien. Bonsoir Jean-Bernard Cadier, vous êtes notre correspondant aux États-Unis. Il y aurait donc des ressortissants américains parmi ces otages, que dit-on ce soir à Washington ? Il est confirmé officiellement ici qu'il y a des Américains parmi les otages. Les autorités américaines refusent de dire combien d'Américains. À l'instant, la chaîne NBC dit qu'il y aurait 3 Américains parmi les otages. Elle cite un haut responsable américain. À signaler aussi que les médias américains, qui s'intéressaient assez peu à la région et assez peu à l'intervention française, commencent à s'intéresser évidemment à la région puisqu'il y a des Américains retenus en otage. Justement, Jean-Bernard, est-ce que cette prise d'otage peut faire évoluer l'action, le point de vue américain sur ce qui se passe en ce moment au Mali ? Elle intervient à un moment intéressant où apparemment il y avait des hésitations du côté américain. Le ministre américain de la Défense, Panetta, vient de dire « Nous nous interrogeons encore sur les objectifs de la France au Mali ». Les Américains qui disent aussi qu'ils ont des problèmes juridiques, logistiques pour aider les Français. Il est possible que ce qui vient de se passer dans la prise d'otage amène les Américains à s'impliquer davantage dans la région, davantage aux côtés des Français. Merci beaucoup Jean-Bernard Cadier, correspondant BFM TV aux États-Unis. Si vous nous rejoignez, il est 23h15, édition un peu spéciale du soir BFM. On suit ce qui se passe en Algérie, dans ce site d'In Amenas, au sud-est du pays, un site isolé. Farid Alilat, comment est-ce que des hommes armés peuvent s'emparer comme ça, j'allais dire facilement, même si on n'a pas le détail, d'un site qui, on l'imagine, doit être sécurisé? Vous pouvez me dire le contraire en même temps, hein, mais... On ne sait pas exactement pour le moment comment ce groupe, ces assaillants sont arrivés dans ce site. Selon des sources, ils seraient venus du Mali, mais il me semble que c'est extrêmement peu probable qu'ils puissent faire 2000 km sans qu'ils soient repérés par les autorités algériennes. C'est très probable qu'ils soient venus de la frontière libyenne qui est juste à 100 km du site, comme c'est très probable qu'ils soient déjà sur place avant de faire le coup. C'est la question à laquelle les autorités algériennes ne vont pas échapper. Comment un site qui est sécurisé, c'est-à-dire qu'il y a un périmètre de sécurité autour du site formé par les gendarmes, des services secrets, des sociétés de gardiennage, des policiers qui sécurisent tout ce périmètre. Comment ce groupe a réussi à rentrer dans ce site? On ne peut pas le savoir maintenant parce que, y compris pour les journalistes, c'est extrêmement difficile d'avoir des informations. C'est un site qui est isolé. Jean-Charles Brizard, quand je posais la question, je vous voyais sourire, j'imagine, pensant que ça n'a pas l'air si compliqué de prendre un site comme ça. Si vous voulez, il y a 2 éléments. D'abord, première chose, Al-Qaïda au Maghreb islamique est habitué à ce type d'opération de grande envergure. En 2003, le prédécesseur d'AQMI, le GSPC, groupe salafiste pour la prédication et le combat, faut pas l'oublier, enlevait quasiment simultanément 32 touristes occidentaux dans la même région, dans le Sahara algérien,
Alors ça s'est soldé par la libération progressive des otages, moyennant bien sûr des rançons payées par les États, il y a des États tiers. Et puis deuxième chose, c'est la sécurité. Lorsque ce site a été ouvert, je crois que c'est 2006 ou 2007, l'Algérie a annoncé effectivement qu'il serait hyper sécurisé. Il faut quand même savoir que ce site concerne l'exploitation du gisement, d'un des principaux gisements gaziers d'Algérie. Donc c'était très important pour eux d'afficher une sécurité du site. Et donc c'est ce qu'ils ont fait, à la fois sécurité de l'État algérien et puis sécurité privée des groupes agissant, exploitant ces ressources. Sauf que si on parle de sécurité, a priori, ça semble raté. Tout à fait. Je crois qu'il y a une puissance de feu aussi qui a joué, sans doute un effet de surprise de la part de ce groupe qui est arrivé en nombre, bien entendu. Voilà. Hélène Conway-Mouret. Oui, je rentre de Tunis où j'ai passé 2 jours. Avant cela, j'ai passé 2 jours à Tripoli et je dois dire qu'il y a une vraie inquiétude partout dans l'ensemble de ces pays, avec bien sûr une connaissance des activités et parfois dans certains pays de camps d'entraînement pour des jeunes qui sont aujourd'hui facilement recrutés parce qu'il y a beaucoup de chômage, parce qu'il y a une certaine précarité. Et il y a eu d'ailleurs une réunion entre la Tunisie, la Libye et l'Algérie à Ghadamès, justement, pour parler des questions de sécurité, pour essayer d'avoir une coordination régionale, en tout cas entre ces pays, pour pouvoir réagir à ces groupes, parce que ces groupes sont sur le territoire tunisiens, libyens et algériens, comme certains sont en France aussi. Hélène Conway-Mouret, il y a un peu moins de 30 000 Français en Algérie. Il y a des préoccupations, évidemment. Je vous cite cette phrase de Lucas, #LeSoirBFM, qui nous dit « Il doit quand même être possible de savoir si les Français qui travaillent ou sont sur le site sont sains et saufs ou pris en otage. » Bref, il y a quand même un souci. Ils sont enregistrés ou pas. Et aujourd'hui, nous n'avons pas de personnes manquante, si vous voulez. Alors, il faut savoir que les Français qui travaillent de façon temporaire dans un pays n'ont pas spontanément le réflexe de s'enregistrer au consulat. Voilà, nous leur demandons de le faire. Nous avons aussi au centre de crise un système qui s'appelle le fil d'Ariane, où quand un ressortissant français part à l'étranger, il peut s'enregistrer au centre de crise et recevoir sur son téléphone portable des informations sur la situation et la sécurité du pays. Donc, je n'ai pas d'informations, je ne peux pas les inventer ou vous dire, voilà, il nous manque des Français aujourd'hui. Si ces gens-là n'étaient pas enregistrés, forcément, nous ne pourrons pas savoir où ils sont. Est-ce qu'aujourd'hui, ce soir, vous dites sur BFM TV quelque chose de particulier à ces ressortissants français qui se trouvent en Algérie et à leur famille ? Je leur dis d'être... Est-ce qu'il y a des mesures de sécurité particulières ? Dès qu'il y a malheureusement une action comme celle-ci, le centre de crise est saisi et en effet, nous avons un protocole de sécurité qui est immédiatement activé au niveau de l'ambassade de France. Généralement, un SMS est envoyé ou un email à l'ensemble des ressortissants enregistrés au consulat, avec une information leur demandant d'être vigilants, prudents, suivant le degré d'insécurité. Il nous reste 2 minutes, Jean-Philippe Daniel. Est-ce que cette menace, ces hommes-là viennent forcément de l'extérieur ? Ou est-ce que c'est pas, et on parlait justement de l'héritage du GIA, du ISPC, est-ce que ça vient pas de l'intérieur de l'Algérie ? Mokhtar Belmokhtar, c'est un nom qui revient ce soir. Oui, alors d'abord, il n'a pas officiellement revendiqué. Donc il y a plusieurs choses. Il y a ce qui se dit et les faits. Pour l'instant, il n'y a pas de revendication officielle, premier élément. Deuxième élément, c'est une région, si on prend l'Algérie, qui est en guerre civile, larvée, on l'appelle comme on veut, mais enfin en guerre en tout cas, depuis l'annulation des élections qui avait conduit à la victoire du fils. Ça fait maintenant bientôt 15 ans, enfin ça fait plus de 10 ans et bientôt 15 ans. Là, les gens qui ont frappé le site peuvent effectivement, ce qu'on disait tout à l'heure, parfaitement venir d'Algérie, ils peuvent aussi venir de Libye, ils viennent probablement pas du Mali qui est beaucoup trop loin, ils auraient été détectés et sur place il y avait de quoi faire. Donc on est confronté à une menace qui s'est formée, qui s'est forgée, qui s'est entraînée, qui connaît parfaitement le territoire, ça c'est sûr, qui connaît très bien son biotope. Il y a une formule sur être comme un poisson dans l'eau. Là, ils sont comme un poisson dans l'eau. Dans toute la région, et la frontière n'existe pas. Les frontières d'État n'existent pas pour ces groupes. Pas simplement sur le plan philosophique. C'est la question de l'émirat ou de l'Oumma, où la frontière politique n'a pas de sens. Mais là, la frontière politique a encore moins de sens que vous combattez sur l'ensemble du territoire. Enfin, comme la bande sahélienne ne connaît pas les frontières politiques. Donc, vous êtes face à des gens entraînés, bien équipés, extrêmement motivés, avec des viviers assez importants pour recruter. Est-ce que négocier sert à quelque chose ce soir ? Mais avec qui ? Les Algériens n'accepteront pas qu'on vienne négocier. Je pense que... Et c'est aux Algériens de faire. Oui.
Tout d'abord, il faudrait préciser que le ministre algérien de l'Intérieur a indiqué qu'il n'y aura pas de négociation avec les terroristes, que le gouvernement ne va pas satisfaire les revendications. Donc à partir de là, je pense qu'il n'y aura pas de discussion. Selon nos informations, il y a déjà des contacts qui ont été instaurés ce soir entre les ravisseurs et les services de sécurité. À partir du moment où le ministre indique qu'il n'y a pas de négociation, donc je pense que l'issue finale, ce serait l'assaut. Farid Elilad, vous restez avec nous. Jean-Charles Brizard également. Merci beaucoup Hélène Conway-Mouret d'avoir été avec nous ce soir. Merci Jean-Philippe Daniel. Dans un instant, on continue de suivre l'évolution de la situation en Algérie. Un nouveau journal, de nouveaux invités. Nous serons en direct d'Alger. À tout de suite.